29 janvier 1945, 14h47. Holzheim, Belgique. Le First Sergeant Leonard Funk contourne l'angle d'une ferme et s'arrête net. 90 soldats allemands le fixent. La moitié d'entre eux tiennent des armes. L'autre moitié ramasse des fusils dans un tas à terre. 4 soldats américains sont à genoux dans la neige, les mains derrière la tête. Ces Allemands étaient prisonniers 20 minutes plus tôt. 80 d'entre eux, capturés par la compagnie de Funk lors de l'assaut sur ce village, étaient gardés par 4 hommes, tout ce qui avait pu être épargné. Maintenant, ils sont libres, armés et s'organisent pour attaquer la compagnie C par l'arrière. Un officier allemand s'avance, enfonce un pistolet mitrailleur MP40 dans le ventre de Funk, hurle quelque chose en allemand. Funk ne parle pas allemand, pas plus qu'aucun des Américains. L'officier hurle à nouveau, plus fort, le visage rouge. Funk regarde les 90 Allemands, regarde ses 4 soldats désarmés, regarde le MP40 pressé contre son ventre et se met à rire. Le visage de l'officier allemand se tord de confusion, puis de rage. Il crie plus fort. Funk crie plus fort. Ce qui se passe ensuite dure moins de 60 secondes. 21 Allemands vont mourir, les autres vont jeter leurs armes et se rendre. Et Leonard Funk va recevoir la Medal of Honor pour l'un des actes de combat les plus insensés de la Seconde Guerre mondiale. Tout ça parce qu'il ne pouvait pas s'arrêter de rire. Leonard Alfred Funk Jr. est né le 27 août 1916 à Braddock Township, Pennsylvanie. Une ville sidérurgique, avec ses cheminées et ses fonderies le long de la rivière Monongahela, à 13 km à l'est de Pittsburgh. Funk grandit vite. Il apprend la responsabilité tôt. Lorsqu'il obtient son diplôme d'études secondaires en 1934, il s'occupe déjà de son jeune frère depuis des années. La Grande Dépression entre dans sa 5e année. Les emplois sont rares. L'université est un rêve. Juin 1941, alors que la guerre fait rage en Europe et en Asie, le Congrès étend la conscription. Le numéro de Funk est tiré. Il se présente au centre d'induction de Wilmerding, Pennsylvanie. Il a 24 ans, mesure 1,65 m pour 64 kg. L'examinateur physique de l'armée le regarde et pense probablement à un service de bureau. Ils ont tort. Funk se porte volontaire pour les parachutistes. En 1941, les forces aéroportées américaines existent à peine. Le concept est nouveau. Sauter d'un avion parfaitement fonctionnel pour atterrir derrière les lignes ennemies et se battre encerclés. Cela ressemble à un suicide pour la plupart des soldats. Les volontaires sont d'une autre trempe. Ils doivent l'être. L'entraînement aéroporté est conçu pour vous briser. 5 semaines de course, de saut, d'escalade, de chute, un conditionnement physique brutal qui élimine la moitié des candidats, puis les tours de saut, puis l'avion. La première fois que vous sortez d'un C-47 à 370 mètres, tout votre corps hurle de saisir le cadre de la porte et de s'y accrocher. Le sol est très loin. Le vent vous déchire le visage. Votre parachute n'est que tissu, corde et foie. Funk obtient ses ailes de parachutiste. Il est affecté à la compagnie C, 1er bataillon, 508e Parachute Infantry Regiment, à Camp Blanding, en Floride. Le 508e est envoyé en Angleterre fin 1943. Il rejoint la 82e division parachutiste, les All-Americans, vétérans de Sicile et d'Italie. Ces hommes ont déjà sauté au combat. Ils ont déjà tué et vu des amis mourir. Funk est le nouveau, 27 ans, un âge ancien selon les standards des parachutistes. La plupart de ses coéquipiers ont à peine 20 ans. Mais Funk a quelque chose qu'ils n'ont pas. La maturité, la constance, ce genre de compétences silencieuses qui poussent les hommes à vous suivre en enfer. Au jour J, il est chef d'équipe. Au moment de l'affaire de Holzheim, il sera officier exécutif par intérim de la compagnie. Mais d'abord, il doit survivre à la Normandie. 6 juin 1944, 1h30. Le C-47 Skytrain tremble sous les explosions de la flak. Funk est debout dans le stick, la file de parachutistes prêts à sauter. 27 kg d'équipements sont attachés à son corps. Un pistolet mitrailleur Thompson M1A1. Des munitions, des grenades, des rations, une trousse médicale. L'avion est à 120 mètres, trop bas pour un saut sécurisé. Mais les pilotes ne peuvent pas monter. Les tirs antiaériens allemands sont partout.
Des traceurs décrivent des arcs dans l'obscurité comme des lucioles en colère. Les hommes entendent les fragments rebondir sur le fuselage. L'invasion de la Normandie implique 13 000 parachutistes des 82e et 101e divisions aéroportées. Ils sont censés atterrir derrière les plages, sécuriser des ponts et des carrefours, empêcher les renforts allemands d'atteindre la côte. Rien ne se passe comme prévu. La lumière verte s'allume. Funk saute. Le souffle de l'hélice le frappe comme un camion. Puis le parachute s'ouvre et le monde devient silencieux. Sous lui, la France occupée. Le territoire ennemi dans toutes les directions. L'opération aéroportée du jour J est le chaos dès la première minute. Les tirs anti-aériens allemands ont dispersé les formations sur 80 km de campagne française. Des parachutistes atterrissent dans des champs inondés et se noient sous le poids de leur équipement. D'autres tombent en plein milieu de camps allemands et meurent avant de pouvoir se libérer de leurs harnais. Funk atterrit durement. Sa cheville se tord à l'impact, gravement foulée, peut-être fracturée. La douleur est immédiate et intense. Chaque pas sera une agonie pendant les 2 prochaines semaines. Mais il peut marcher, il peut se battre, et c'est tout ce qui compte. Il rassemble son parachute, l'enterre et commence à bouger. Il est à 65 km de sa zone de largage. 65 km de territoire tenu par les Allemands, dans le noir, seul. En quelques heures, il a rassemblé un groupe de parachutistes perdus. Des hommes d'unité, de compagnies, de régiments différents. 18 en tout, tous à la recherche d'un chef. Funk leur en donne un. Pendant 10 jours, Funk mène ce groupe à travers le territoire contrôlé par les Allemands. Voyageant de nuit, se cachant le jour, se battant quand c'est nécessaire. Il insiste pour servir comme éclaireur de tête malgré sa cheville blessée, se plaçant en position la plus dangereuse pour protéger ses hommes. Ils font la jonction avec les forces alliées le 17 juin. Chaque homme survit. Pas une seule victime. 10 jours derrière les lignes ennemies, 65 km de France occupée. Et Leonard Funk les ramène tous à la maison. La Silver Star, 3e plus haute décoration de combat, plus une Bronze Star pour service méritoire, plus sa première Purple Heart. Funk ne fait que commencer. 17 septembre 1944, Pays-Bas. Opération Market Garden. Le plus grand assaut aéroporté de l'histoire. 35 000 parachutistes largués aux Pays-Bas pour capturer une série de ponts sur le Rhin. Forces britanniques, américaines, polonaises, toutes sautent ensemble. Si cela fonctionne, les Alliés seront en Allemagne à Noël. Le plan du Field Marshal Montgomery est ambitieux, peut-être trop ambitieux. Les parachutistes doivent capturer et tenir 7 ponts sur 100 km de territoire néerlandais. Les forces terrestres vont foncer sur une seule route pour les rejoindre. Tout dépend de la vitesse, de la surprise, de ce que rien ne tourne mal. Tout tourne mal. La première division aéroportée britannique atterrit à Arnhem, le pont le plus éloigné. Ils sont encerclés par des divisions blindées SS qui n'étaient pas censées être là. Pendant 9 jours, ils se battent et meurent dans les rues. Seuls 2000 hommes sur 10 000 s'en sortent. Le pont trop loin entre dans l'histoire militaire comme un avertissement. Mais Leonard Funk ne connaît pas la vue d'ensemble, il ne connaît que sa mission. Soutenir les atterrissages, sécuriser les zones de largage, tuer des Allemands. Après son atterrissage, sa compagnie sécurise son objectif, rien de spécial. Le 508e opère près de Nijmegen, aidant à capturer des ponts qui permettront aux forces terrestres d'avancer. Puis Funk remarque quelque chose qui ne fait pas partie du plan. 3 canons anti-aériens allemands de 20 mm, Flak-Vierling, tirent sur les planeurs alliés approchant. Les planeurs transportent des renforts, des jeeps, des pièces d'artillerie, des munitions, des fournitures médicales. Si ces canons continuent de tirer, des centaines d'hommes mourront avant même de toucher le sol. La position des canons est retranchée sur un terrain élevé près de Weiler. Environ 20 soldats allemands manœuvrent les armes et assurent la sécurité. Des sacs de sable, du camouflage, des champs de tir imbriqués. Funk a 3 hommes. La doctrine militaire standard dit qu'il faut un avantage de 3 contre 1 pour assaillir une position préparée. Funk, à l'inverse, il est en infériorité numérique de 7 contre 1.
Il attaque quand même. En prenant la tête, Funk et sa patrouille de 3 hommes assaillent la position allemande. Ils tuent le détachement de sécurité, prennent d'assaut les emplacements des canons, neutralisent les 3 armes et leurs équipages. 20 Allemands, 3 Américains. Les canons se taisent. Les planeurs atterrissent en sécurité. La Distinguished Service Cross, 2e plus haute décoration pour bravoure, un cran en dessous de la Medal of Honor. Funk a maintenant une Silver Star et une DSC, 2 des décorations de combat les plus rares de l'armée américaine. La plupart des soldats qui en reçoivent ne serait-ce qu'une sont considérés comme des héros à vie. Funk n'a pas encore fini. 16 décembre 1944. Les Allemands lancent leur dernière offensive désespérée. 3 armées, 400 000 hommes, 1400 chars, 1900 pièces d'artillerie. Ils percent les lignes américaines dans la forêt des Ardennes, visant le port d'Anvers. Le plan d'Hitler est insensé, mais fonctionne presque. Il mise tout sur une attaque massive pour diviser les armées alliées, capturer Anvers, forcer une paix négociée à l'ouest afin que l'Allemagne puisse se concentrer sur les soviétiques à l'est. Pour les Américains, c'est un cauchemar. L'offensive frappe des secteurs faiblement tenus, occupés par des troupes vertes et des vétérans épuisés retirés du front pour se reposer. Des divisions entières s'effondrent. Des milliers de soldats se rendent. L'avance allemande crée une poche de 80 km de profondeur dans les lignes alliées. La bataille des Ardennes. La plus grande bataille que l'armée américaine livrera pendant la Seconde Guerre mondiale. 89 000 victimes américaines avant la fin. Le temps est brutal. Neige, glace, température descendant à moins 20 degrés Celsius. Des hommes gèlent dans leurs trous. Les armes s'enrayent. Les véhicules ne démarrent pas. Le froid est aussi mortel que les Allemands. Puis vient Malmedy, 17 décembre 1944. Un jour après le début de l'offensive, un convoi du 285e Field Artillery Observation Battalion se déplace près du carrefour de Bognier lorsqu'il tombe sur la pointe de combat de la Kampfgruppe Piper, un groupe de combat blindé SS. Les Américains sont des troupes de l'arrière, des observateurs d'artillerie, des opérateurs radio. Ils ne sont pas équipés pour un combat contre des chars et de l'infanterie blindée. Après un bref engagement, 113 Américains se rendent. Ils sont rassemblés dans un champ près du carrefour. Les mains en l'air, désarmés, prisonniers de guerre. Puis les SS ouvrent le feu. Mitrailleuses, pistolets, fusils. Les Allemands les abattent comme du bétail. Les hommes qui tentent de fuir sont fauchés. Les hommes qui tombent blessés sont achevés d'une balle dans la tête. 84 Américains meurent dans ce champ. Certains survivent en faisant le mort. Ils restent allongés dans la neige pendant des heures. Des bottes allemandes passent près d'eux. Des voix allemandes rient. À la nuit tombée, 43 survivants rampent et parviennent à regagner les lignes américaines. La nouvelle se répand dans l'armée américaine. En quelques heures, les Allemands exécutent des prisonniers. Malmedy change tout. Avant, la guerre en Europe avait des règles, non officielles, tacites, mais réelles. Les soldats se rendaient quand la situation était sans espoir. Les prisonniers étaient traités selon la Convention de Genève. Il y avait une sorte de professionnalisme lugubre entre ennemis. Après Malmedy, les règles ont disparu. Les soldats américains jurent qu'ils ne se rendront jamais au SS. Certaines unités donnent l'ordre. Pas de prisonniers SS. Quand Funk entend parler du massacre, quelque chose se durcit en lui. Il en a déjà trop vu. La Normandie, les Pays-Bas, des amis mourant dans des champs et des forêts à travers l'Europe. Mais ceci est différent. C'est un meurtre. L'exécution de sang-froid d'hommes qui s'étaient rendus de bonne foi. Leonard Funk décide qu'il ne se rendra jamais aux Allemands. Quoi qu'il arrive, cette décision comptera très bientôt. 29 janvier 1945. Les Ardennes. L'offensive allemande a été brisée. Maintenant, les Alliés contre-attaquent. La compagnie C, 508e parachute infanterie, reçoit l'ordre de capturer le village belge de Holzheim. Il y a un problème. La compagnie C est en sous-effectif. L'officier exécutif, le second, a été tué. Ils n'ont pas assez d'hommes pour l'assaut.
Funk est maintenant officier exécutif par intérim. Il regarde sa liste de forces réduite et prend une décision. Il marche vers la tente du quartier général de la compagnie. À l'intérieur, il y a des secrétaires, du personnel de ravitaillement, des cuisiniers, des hommes qui normalement ne voient jamais le combat. « Vous êtes tous de l'infanterie maintenant », leur dit Funk. « Prenez vos armes. On prend ce village. » Ils forment un peloton de fortune. 30 hommes qui ont passé la majeure partie de la guerre derrière un bureau. Ils ont eu un entraînement de base, bien sûr. Mais pour ce qui est du combat réel, la plupart n'ont jamais tiré sur un autre être humain. Funk s'en moque. Il a besoin de corps. Il en fera des soldats. La marche vers Holzheim fait 24 km à travers de la neige jusqu'à la taille, dans un blizzard. Température bien en dessous de zéro. Des obus d'artillerie allemands explosent autour d'eux, des tirs de harcèlement sur les flancs. Funk mène depuis l'avant. Ils atteignent Holzheim. Funk organise l'assaut. Ses secrétaires, ses guerriers de fortune, le suivent dans le village. 15 maisons, des Allemands dans chacune. Mitrailleuses, fusils, grenades. Funk et ses hommes les nettoient toutes. 30 prisonniers capturés. Pas une seule victime américaine. Une autre unité capture 50 Allemands supplémentaires de l'autre côté de la ville. 80 prisonniers au total. Ils sont rassemblés dans la cour d'une ferme. Funk regarde ces hommes épuisés. Ils ont marché et combattu pendant des heures. Il y a encore de la résistance dans d'autres parties du village. Des soldats allemands dispersés qui ne se sont pas encore rendus. Il ne peut épargner que 4 hommes pour garder les prisonniers. « Gardez-les ici », dit-il aux gardes. « Nous enverrons des renforts dès que possible. » Funk retourne au combat. Il n'a aucune idée de ce qui est sur le point de se passer derrière lui. Pendant que Funk nettoie le reste de Holzheim, une patrouille allemande approche de la ferme. 10 hommes, peut-être 20, portant des capes de camouflage blanc par-dessus leurs uniformes. Dans la neige et la confusion, ils ressemblent presque à des troupes américaines en tenue d'hiver. Les 4 gardes ne réalisent pas le danger qu'il est trop tard. Les Allemands les submergent, les désarment, les forcent à s'agenouiller. Puis ils libèrent les prisonniers. 80 soldats allemands plus la patrouille qui les a libérés. 90 hommes au total. Ils saisissent des armes dans le tas. Ils s'organisent rapidement. Ils savent exactement ce qu'ils vont faire, attaquer la compagnie C par l'arrière. La compagnie de Funk est dispersée dans tout le village, en train de nettoyer les dernières résistances. Ils ne s'attendent pas à une attaque par derrière. Si 90 Allemands les frappent alors qu'ils sont dispersés, ce sera un massacre. L'officier allemand en charge, probablement un lieutenant ou un capitaine, commence à donner des ordres. Positionner les mitrailleuses ici, préparer l'embuscade là, attendre son signal. C'est à ce moment-là que Leonard Funk tourne l'angle de la maison. Funk est venu vérifier les prisonniers. Routine. S'assurer que les gardes vont bien. Voir si des renforts sont arrivés. Il ne s'attend pas à tomber sur 90 Allemands armés. Il contourne l'angle de la ferme et se fige. La scène est surréaliste. Ces 4 gardes sont à genoux dans la neige. Les prisonniers, qui devraient être désarmés et contenus, sont partout, des fusils à la main, en train de s'organiser pour le combat. L'officier allemand repère Funk immédiatement. Les galons de premier sergent sur sa manche le désignent comme un chef, une prise de choix. L'officier s'avance, enfonce son MP40 dans le ventre de Funk, hurle un ordre en allemand. « Rendez-vous! Déposez votre arme !» Sauf que Funk ne parle pas allemand. Il n'a aucune idée de ce que dit l'officier. L'officier hurle à nouveau, plus fort. Son visage est rouge, les veines gonflées dans son cou. Funk regarde autour de lui. 90 Allemands, la moitié armés. Ces 4 hommes désarmés et impuissants. Un autre soldat américain se tient à côté de lui, tout aussi impuissant. Les probabilités de survie sont nulles. Il n'y a aucun scénario où Leonard Funk gagne ce combat. Il est en infériorité numérique de 90 contre 1. La chose sensée, rationnelle, est de se rendre. Mais Funk se souvient de Malmedy. 84 Américains assassinés dans un champ, abattus comme des animaux, laissés à geler dans la neige. Il a déjà décidé qu'il ne se rendrait jamais aux Allemands. Alors, au lieu de céder, Leonard Funk fait quelque chose d'inexplicable. Il se met à rire. Personne ne sait exactement pourquoi Funk a ri.
Peut-être était-ce une ruse, une tactique délibérée pour semer la confusion chez l'ennemi et gagner du temps. Peut-être était-ce le stress. Le cerveau humain fait des choses étranges face à une mort certaine. Peut-être était-ce un véritable amusement. L'absurdité de la situation. Un officier hurlant dans une langue que Funk ne comprend pas, attendant de l'obéissance. Funk lui-même a déclaré plus tard qu'il avait essayé d'arrêter de rire, mais n'avait pas pu. Quelque chose dans le fait que l'Allemand hurle en allemand l'avait touché. Quelle qu'en soit la raison, l'effet est dévastateur. L'officier allemand hurle plus fort, Funk rit plus fort. Il se penche, les épaules tremblantes, et crie à ses hommes « Je ne comprends pas ce qu'il dit ». Certains soldats allemands se mettent à rire, eux aussi. La tension est bizarre. Leur officier devient pourpre de rage. Et cet Américain n'arrête pas de ricaner. L'officier est complètement déstabilisé. Ce n'est pas ainsi que se comportent les prisonniers. Ils supplient, ils implorent, ils obéissent. Ils ne restent pas là à rire pendant qu'on leur enfonce un pistolet dans le ventre. Pendant quelques secondes cruciales, l'officier allemand ne sait pas quoi faire. Et Leonard Funk utilise ces secondes. Tout en continuant d'avoir l'air de rire, Funk atteint lentement sa Thompson. Elle est en bandoulière sur son épaule, la position de port standard pour les parachutistes. L'officier allemand observe. C'est bon. L'Américain rend enfin son arme. La main de Funk se referme sur la poignée de la Thompson. Il commence à la décrocher lentement, prudemment. L'Allemand se détend légèrement. Il va bientôt avoir un autre prisonnier, un autre trophée. Puis Funk bouge. D'un seul mouvement, plus rapide que la pensée, il abat la Thompson, aligne le canon et appuie sur la détente. La Thompson M1A, un tir des cartouches .45 ACP à la cadence de 600 coups par minute. À courte portée, chaque projectile frappe comme une masse. Les balles ne blessent pas, elles détruisent. La première rafale frappe l'officier allemand en pleine poitrine. 30 coups en moins de 3 secondes. L'officier est mort avant de toucher le sol. Funk ne s'arrête pas. Il ne peut pas s'arrêter. À partir du moment où il a commencé à tirer, il s'est engagé à tuer tout le monde ou à mourir lui-même. Il n'y a pas de compromis. Le pivote, tirant toujours. La Thompson projette un arc de plomb sur les soldats allemands les plus proches. Des hommes crient, des hommes tombent. Du sang éclabousse la neige. Des douilles de laiton tombent en tournoyant dans l'air, fumant dans le froid. Le chargeur est vide. 30 cartouches parties en quelques secondes. C'est le moment critique. Une Thompson prend 2 secondes à recharger si on est entraîné. 2 secondes, c'est une éternité dans un combat. 2 secondes, c'est assez pour que 90 Allemands tuent un Américain. Funk arrache le chargeur vide, en claque un plein, arme le levier d'armement et continue à tirer. Toute la séquence dure moins qu'un battement de cœur. Mémoire musculaire. Des milliers d'heures d'entraînement comprimées en un mouvement fluide. En même temps, il hurle à ses hommes. « Prenez leurs armes! Prenez leurs armes !» Les 4 gardes, toujours à genoux, se ruent vers les fusils que les Allemands morts ont laissés tomber. Il y a quelques secondes, ils étaient prisonniers. Maintenant, ils se battent pour leur vie. Les Allemands sont dans le chaos, leur officier est mort. L'Américain qui riait est maintenant en train de les tuer. Personne n'a donné d'ordre pour cela. Personne ne sait quoi faire. Certains ripostent. Des balles sifflent près de la tête de Funk. Une balle tue le soldat debout à côté de lui. Funk continue à tirer, à bouger, à tuer. Ses gardes ont des armes maintenant. Ils tirent aussi. Les Allemands sont pris dans un feu croisé qu'ils n'attendaient pas. 60 secondes, c'est tout ce qu'il faut. 21 soldats allemands gisent morts dans la neige. 24 autres sont blessés. Les autres, plus de 40, ont jeté leurs armes et levé les mains. Les prisonniers sont à nouveau prisonniers. Leonard Funk se tient au milieu du carnage, la fumée s'élevant de sa Thompson, entourée de corps. « Ça, dit-il à ses hommes, c'était la chose la plus stupide que j'ai jamais vue. » Les conséquences sont presque décevantes. La compagnie C sécurise Holzheim. Les Allemands capturés, les survivants du moins, sont emmenés à l'arrière sous une garde beaucoup plus lourde cette fois-ci. Funk rapporte l'incident à son commandant. Juste un autre combat, juste un autre jour de guerre. Mais l'histoire se répand à travers le régiment
à travers la division, à travers toute la 82e Airborne. Le sergent qui rit face à 90 Allemands et en a tué la moitié avec un Tommy Gun. Lorsque la recommandation pour la Medal of Honor arrive à Washington, personne ne la remet en question. Ce que Funk a fait à Holzheim est incontestable. En infériorité numérique de 90 contre 1, une arme ennemie dans le ventre, et au lieu de se rendre, il a attaqué. La citation officielle dit « Un officier allemand, lui enfonçant un pistolet mitrailleur dans le ventre, lui ordonna de se rendre. » Bien qu'en infériorité numérique écrasante et face à une mort presque certaine, le First Sergeant Funk, feignant de se conformer à l'ordre, commença lentement à décrocher son pistolet mitrailleur de son épaule, puis, d'un mouvement fulgurant, en aligna le canon et cribla de balles l'officier allemand. Il se tourna ensuite vers les autres Allemands, tirant et criant aux autres Américains de saisir les armes de l'ennemi. 5 septembre 1945, la Maison-Blanche. Le président Harry Truman place la Medal of Honor autour du cou de Leonard Funk. « Je préférerais avoir cette médaille, » dit Truman, « que d'être président des États-Unis. » Contonne ce que Leonard Funk a gagné pendant la Seconde Guerre mondiale. Medal of Honor pour Holzheim. Distinguished Service Cross pour les canons anti-aériens aux Pays-Bas. Silver Star pour avoir mené 18 hommes sur 65 km de territoire ennemi en Normandie. Bronze Star pour service méritoire. Purple Heart 3 fois. Il a été blessé à 3 reprises et a continué à se battre. Plus la Croix de guerre de France, l'ordre de Léopold de Belgique, l'ordre militaire de Guillaume des Pays-Bas, l'équivalent néerlandais de la Victoria Cross. Leonard Funk est le parachutiste le plus décoré de la Seconde Guerre mondiale. 1,65 m, 64 kg. Un ancien vendeur devenu une légende. La guerre se termine. Funk rentre chez lui. Il n'écrit pas de livres, ne fait pas de tournées de conférences, ne transforme pas sa Medal of Honor en carrière d'orateur ou en tribune politique. Il ne capitalise pas sur sa célébrité. Il retourne en Pennsylvanie et obtient un emploi à la Veterans Administration. La VA, la bureaucratie massive chargée de s'occuper des anciens soldats américains. Il aide d'autres vétérans à naviguer dans les formalités administratives, traite les demandes d'invalidité, dénoue la paperasserie pour les hommes qui ont tout donné et qui ont maintenant besoin d'aide pour obtenir ce qui leur est dû. Le même genre de travail de bureau qu'il faisait avant la guerre. Le même travail tranquille, peu glamour, nécessaire. Pendant 27 ans, Leonard Funk s'assoit à un bureau et aide des vétérans. Il gravit les échelons, devient chef de division du bureau régional de Pittsburgh. Bon salaire, horaire régulier, une retraite à la clé. Sa femme, Gertrude, reste à ses côtés tout au long de cette vie. Ils ont 2 filles. Ils vivent à McKeesport, Pennsylvanie, un quartier ouvrier dans une ville ouvrière, non loin de là où il a grandi. La Medal of Honor est accrochée quelque part dans un cadre. La Distinguished Service Cross, la Silver Star, toutes les décorations étrangères de France, de Belgique et des Pays-Bas. Il n'en parle jamais. Quand on lui demande à propos de Holzheim, du rire, des 90 Allemands, il esquive. « J'ai fait ce que j'avais à faire. » C'est tout. C'est tout ce qu'il dira jamais. 20 novembre 1992. Braddock Hills, Pennsylvanie. Leonard Alfred Funk Jr. meurt d'un cancer. Il a 76 ans. Ils l'enterrent au cimetière national d'Arlington. Section 35. Tombe 23 734. Parmi les héros de toutes les guerres américaines. Au moment de sa mort, il est le dernier récipiendaire survivant de la Medal of Honor de la 82nd Airborne Division de la Seconde Guerre mondiale. Un centre de fitness à Fort Bragg, maintenant Fort Liberty, porte son nom. Une autoroute en Pennsylvanie porte son nom. Un bureau de poste à McKeesport lui a été dédié en 2023. Mais la plupart des gens n'ont jamais entendu parler de Leonard Funk. Ils connaissent Audie Murphy, ils connaissent Alvin York, les célèbres récipiendaires de la Medal of Honor. Ils ne connaissent pas le petit parachutiste tranquille qui arrive face à 90 Allemands et en a tué 21 avec un Tommy Gun. Voici ce que l'histoire de Leonard Funk nous dit. La guerre ne favorise pas les grands. Elle ne favorise pas les forts. Elle ne favorise pas les téméraires ou les intrépides. La guerre favorise ceux qui continuent à réfléchir quand tout le monde s'est arrêté.
À Holzheim, Leonard Funk avait toutes les raisons de se rendre. Les probabilités étaient impossibles. 90 contre 1. Un pistolet dans le ventre. Ces hommes déjà capturés. Toute personne rationnelle aurait abandonné. Mais Funk ne pensait pas aux probabilités. Il pensait à Malmedy, aux 84 Américains assassinés dans un champ, à ce que les Allemands faisaient aux prisonniers. Et il pensait à ces hommes, les 4 gardes à genoux, les soldats dispersés dans le village qui seraient frappés par derrière si ces Allemands s'échappaient. Alors il a ri. Peut-être comme une tactique, peut-être à cause du stress, peut-être parce que tout cela lui semblait absurde. Et pendant que l'officier allemand était confus, pendant que tout le monde était déstabilisé, Leonard Funk a agi. 60 secondes plus tard, il se tenait dans un champ de corps, vivant, alors qu'il aurait dû être mort. Il y a une citation souvent attribuée au président Truman au sujet de la Medal of Honor. « Je préférerais avoir cette médaille que d'être président des États-Unis ». Il l'a dit à Leonard Funk, le 5 septembre 1945, le jardin des roses de la Maison-Blanche. Réfléchissez à cela. L'homme le plus puissant du monde. L'homme qui venait de mettre fin à la Seconde Guerre mondiale. L'homme qui allait remodeler l'ordre mondial entier. Regardant un ancien vendeur de 1,65 m de Pennsylvanie et disant « Je préférerais être vous ». Parce que ce que Truman comprenait, ce que tous ceux qui lisent les citations de la Medal of Honor comprennent, c'est que le courage n'est pas une question de taille, de force ou d'entraînement. Le courage, c'est ce que vous faites quand il y a un pistolet dans votre ventre et que 90 hommes veulent vous mort. Cette réponse est générée par l'intelligence artificielle, à titre indicatif seulement.